Bonjour à tous. Mon nom est Gabriella. Je suis agente de communication au Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole, le CRIPA. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un projet collaboratif, Une seule santé, pour trouver des solutions au logement alternatif des poules pondeuses. Je suis super chanceuse d'être accompagnée de trois experts qui contribuent au projet. Nous avons notamment Martine Bouliane, qui est professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Caroline Duchesne, qui est professeure à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec de l'Université de Laval, et finalement Stéphane Godbout, qui est chercheur à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Bonjour à vous trois. J'aurais quelques questions pour vous. D'abord, comment le concept de une seule santé est mis en pratique dans le projet collaboratif entre l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et l'Institut de recherche de développement en agro-environnement, notamment dans le contexte du premier projet lié au logement alternatif des poules pondeuses? Utiliser l'expertise de tout un chacun pour regarder les différents aspects qui semblaient importants dans le cas des logements alternatifs. Puis, on a eu la chance d'avoir une belle chimie, puis un projet qui était super stimulant, des résultats qui sont assez intéressants. Le concept une seule santé, c'est un peu. L'idée là-dedans, quand on a commencé, c'était de. Vous savez, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec des projets de recherche qui sont financés. Puis par la suite, on a voulu intégrer ça à l'intérieur d'une approche. Cette approche-là, elle se veut considérer, par exemple, la santé humaine, la santé des animaux et l'environnement, et la santé environnementale. Il y a un peu qu'est-ce qui arrive quand on change de modèle de production, ça peut arriver que les choses changent. C'est-à-dire que les animaux ont plus de liberté dans les nouveaux modèles. Donc, ils bougent un peu plus. Ils ont plus accès, par exemple, à de la litière ou à jouer ou à des bains de poussière, pardon. Et puis, ça peut faire plus d'émissions dans l'air du bâtiment. Puis peut-être, on se pose la question, est-ce qu'on affecte la santé de l'animal? Est-ce qu'on affecte la qualité de l'air assez pour impacter sur la santé des travailleurs? Et finalement, l'autre question, est-ce qu'au niveau environnemental, on met plus de contaminants dans l'air ambiant à l'extérieur? Donc, on peut voir qu'autour de la table, ici, on a un peu tous ces genres les trois facettes. Dr. Duchesne avec l'aspect santé humaine et puis l'aspect animal avec Martine. Et puis moi, je m'occupe un peu de la partie environnementale. Donc, c'est comme un peu on a comme un genre d'intersection de nos expertises qui sont exprimées autant par notre expertise que par les corporations qui nous chapeautent. Donc, c'est un peu ça puis l'idée dans ça, c'est qu'on ne peut pas rien faire tout seul. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir l'expertise puis l'œil, le regard, chacun des aspects. Fait que l'approche qu'on a puis qu'on a voulu, on pousse un peu plus loin, on essaie dans tous les projets d'intégrer quand c'est possible. On fait une parenthèse, c'est pas toujours possible parce que le financement est souvent axé sur une portion, c'est-à-dire qu'un fonds en animal va plutôt fonctionner la phase animale. C'est notre rôle en personne d'essayer de combiner les choses pour créer un projet qui aborde toutes les facettes, pour pas que on règle un problème à l'intérieur, mais on en crée un autre à l'extérieur du bâtiment. Il faut essayer de voir ça tout ensemble. Puis le concept aussi, on pourrait ajouter aussi que ça dépend aussi de la santé des amitiés entre les gens, parce qu'on ne peut pas rien faire si on ne s'entend pas et il n'y a pas un lien de confiance entre les chercheurs autour de la table. Donc, on pourrait dire ajouter une quatrième facette qui est comme la santé amicale. C'est ça, puis une question de confiance. Chacun fait ses trucs, mais au bout de la ligne, ben, il y a une reconnaissance. C'est toujours le réflexe de dire je peux-tu ajouter une phase justement pour combiner mon concept, appeler Caroline, appeler Martine. C'est ce réflexe-là. Puis ça, je pense que ça se développe seulement quand on réussit à développer d'autres choses que juste un lien professionnel. Il y a quelque chose d'autre en haut de ça. Ce qui fait peut-être un concept à 4 facettes au lieu de 3. Et aussi, à un moment donné, il y a comme des opportunités où les as s'alignent avec certains fonds. On combine tous ensemble. C'est comme un peu une grande histoire que peut-être 15 ans que ça date. Je ne sais plus combien d'années que Caroline. Nous, ça fait longtemps. Et Martine, après, un peu moins longtemps, mais ça fait quand même plusieurs années. Ça s'est construit comme ça tranquillement. Donc, je dirais que c'est un beau concept. Au niveau scientifique, c'est super. Il n'y a pas de déplacement de problématiques, mais il y a plein de défis que je viens de nommer, autant monétaires
relationnel, confiance, etc. C'est qu'en plus, un contexte, une seule santé, ça permet à nos étudiants respectifs, donc les étudiants en sciences animales, mes étudiants en microbiologie, les étudiants Stéphane qui sont plus des ingénieurs, d'avoir accès à tout un contexte scientifique multidisciplinaire et même transdisciplinaire, parce qu'ils savent que les bâtiments qu'ils vont visiter pour échantillonner vont servir plusieurs projets. Ils sont en contact avec les équipes des autres chercheurs aussi, donc ça fait un contexte hyper favorable pour former les futurs scientifiques qui vont être ouverts aussi à ces approches-là, une seule santé très inclusive dans toutes les thématiques. Ma deuxième question, c'est comment le centre de recherche en infectiologie porcine et avicole contribue de proche ou de loin au projet selon vous? À plusieurs niveaux, moi je le vois beaucoup, le CRIPA est impliqué en premier lieu au niveau de la capacité, par exemple, de financer des stages, de financer des congrès, des présentations des résultats à l'extérieur de nos activités scientifiques. Aussi permettre l'échange des connaissances à l'intérieur du symposium annuel, en plus de favoriser les activités en co-direction, comme par exemple mon étudiante au doctorat qui a commencé à la maîtrise, qui a fini au doctorat, ben, co-dirigée par Martine à l'Université de Montréal, ben, cette co-direction-là, je ne sais pas si ça serait aussi évident s'il n'y avait pas le CRIPA qui nous avait unis au départ. Tu sais, on est comme un peu malgré qu'on appartient à des institutions différentes, des centres de recherche différents, le CRIPA est un point de rencontre important. Donc, en plus, lorsque les étudiants veulent appliquer sur des bourses ou des opportunités du CRIPA, ben, ils doivent être en co-direction. Fait que ça nous oblige vraiment à faire le travail, pas juste sur papier, là. On n'est pas juste des co-directeurs sur papier. Martine est très impliquée dans la formation de mon étudiante. Fait que, tu sais, ça fait vraiment des vrais mariages. Je pense que le CRIPA, c'est un point de rencontre pour les chercheurs qui ont des intérêts partagés. Quels sont les défis et avantages rencontrés par les chercheurs travaillant main dans la main dans le cadre du projet sur la poule pondeuse, en particulier en ce qui concerne la collecte et l'échange de données entre les équipes spécialisées en environnement, santé humaine et santé animale? Je dirais qu'on était chanceux, il n'y a pas eu de problème. Comme Stéphane l'a mentionné, c'est certain que la relation était facilitée par nos personnalités probablement, mais on a eu la chance aussi d'avoir les trois, on a la chance d'avoir des belles équipes. Et puis, en termes de communication, qui est vraiment le lien entre nos équipes, ça s'est toujours fait de façon fluide. Ce qui fait que ce soit en termes d'échantillons ou de données ou de matériel, le tout s'est échangé, partagé d'une façon très, très harmonieuse. En fait, on se connaît bien, puis je pense qu'on ne s'embarquerait pas dans un truc comme ça, une seule santé, comme Stéphane l'a bien expliqué tantôt, avec des chercheurs où il y aura un niveau de risque, parce que là, il y a beaucoup de personnes impliquées, il y a beaucoup d'étudiants impliqués, il y a beaucoup. Ça pourrait avoir des conséquences sur la formation de trop de personnes. Fait qu'il faut à quelque part sentir que la communication va être facile, que les échanges vont être faciles, que par exemple, Stéphane a des données sur les gaz, ben, il ne va pas les garder juste pour son équipe, il va les partager aux étudiantes, aux étudiants pour qu'on puisse mettre ça dans des publications. On se met qu'auteur de nos publications respectives. Fait que, tu sais, on a une confiance absolue là, du respect, puis aussi de la pleine collaboration de chacune des personnes qui participent à ce projet-là. Parce qu'il y a nos trois, c'est sûr, on est les trois chercheurs principaux, on a chacun plein de monde dans nos équipes qui interagissent ensemble sur des bases régulières, donc c'est important que ça se passe bien. Le défi, c'est beaucoup, je te dirais, qu'il est peut-être plus humain que Ouais. technique. Nous, on a l'avantage d'être complémentaires, fait que pas, on ne chevauche pas d'expertise, fait que ça va être très, très bien en plus. Mais moi, je pense que les gros avantages qu'on a tous ensemble, c'est que 2 plus 2, ça fait 5. Je m'explique. Je vais prendre des données, j'en prends pour Caroline. Caroline en prend pour moi. L'équipe, c'est. Fait que finalement, on minimise les déplacements, on optimise l'argent. Les étudiants se parlent ensemble de différentes expertises. Ah, ils disent, ah, c'est. Tu sais, puis ils voient les choses différemment. Puis je pense c'est tellement gagnant. Puis les futurs chercheurs ou les étudiants qu'on forme, après, ils vont véhiculer notre vision. Ils vont véhiculer le goût de travailler en équipe interdisciplinaire. Puis je dis challenger, mais c'est un peu expliquer, défendre nos points, justifier. Tu sais, c'est ça qui est cool, je pense. Puis, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais il y a des défis, ça c'est sûr. Puis à le citer, bon, reconnaître l'expertise des autres, reconnaître l'ajout des autres, apprendre la confiance, qui va publier avec qui. Tu sais, il y a comme, c'est
Si des fois, quelqu'un qui t'oublie, il ne faut pas que. Tu sais, c'est comme un lien de confiance. Tout le monde est de bonne foi. Fait que s'il arrive quelque chose, personne va. On s'en Tu sais, parle, ouais. quand on s'en parle, tu sais, c'est vraiment le secret, là, c'est ça. Mais je pense que le futur, c'est ça, parce que pour le même argent, nous, on crée de la valeur beaucoup plus que pour le dollar qui est rentré, on en crée beaucoup plus. C'est ça que je trouve. Puis comme le mentionnait aussi Caroline, c'est que ça a des retombées sur nos étudiants parce que ils apprennent des techniques qui sont pas seulement, c'est plus du travail en silo, ils apprennent des techniques, surtout au niveau des prélèvements, des échantillonnages, qui sont complètement transdisciplinaires, puis qui n'auraient pas eu à faire si on n'avait pas eu ce projet-là. Mes étudiants n'auraient jamais appris à manier je pense je sais pas, à différents appareils qu'on a utilisés pour les échantillonnages des poussières et des bioaérosols. Puis, il n'aurait pas appris ces techniques-là si ça n'avait pas été du projet et de la collaboration avec d'autres équipes. Fait que c'est un legs qu'on laisse à nos étudiants, cette capacité d'être polyvalent, flexible et transdisciplinaire. Prochaine question. Le projet sur les poules pondeuses a mis en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'air, notamment par la pulvérisation d'une émulsion acide. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'efficacité de cette approche et sur les résultats obtenus dans les fermes commerciales participant à cette phase du projet? Et quels sont les avantages observés en termes de réduction de la quantité de poussière en élevage commercial? Si on parle des poussières, je crois qu'on peut toujours en discuter. On a beaucoup avancé dans cet aspect-là. Puis on sait que les poussières et les gaz, c'est un peu tout interrelié. Je m'explique, c'est que quand c'est plus sec, je vais avoir moins d'ammoniac. Par exemple, la litière, ça est plus sec, il y a moins d'ammoniac, mais plus de poussière. Fait que ça fait moins l'affaire de Caroline quand il y a de la poussière. Puis si c'est plus humide, ben, des fois, on va voir, ça peut être des bactéries aussi qui peuvent être plus nombreuses, je ne sais pas trop, mais il reste qu'au niveau de la poussière, il y a un gain. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour la partie plus, mettons, ingénierie ou réduction des poussières? On a travaillé sur des émulsions d'eau avec de l'huile qu'on aspergeait sur la litière quand les animaux étaient soit qui étaient rentrés pour dormir ou plus tranquilles. On s'est aperçu qu'on pouvait réduire les poussières jusqu'à 58 des émissions en appliquant certaines émulsions, un certain mélange. On est encore en travail, puis ça vous représente, les coûts de ça sont quand même assez bas, là. Ça pourrait revenir comme 4 sous, 4 cents, 4 sous de la douzaine d'œufs à peu près. Mais c'est sûr que là, il n'y a rien de parfait. Et puis, il y a du travail en plus à faire. Puis, qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est si on asperge puis si on humidifie un peu, est-ce que l'émission va augmenter au niveau de l'ammoniac? Les gains au niveau, je pense, commerciaux, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est que c'était possible d'appliquer à un coût raisonnable, même à des coûts assez faibles, des techniques. Là, on faut avancer encore dans le sens que il soit robotiser ou automatiser certains aspects parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Ce serait plutôt, nos expériences, nous, on le fait plus sur la main. On sait aussi que ça dépend aussi de la construction du bâtiment, la manière qu'il est fait. Par exemple, une entreprise qui a des planchers chauffants, bon, on ne fera peut-être pas la même recommandation que quelqu'un, qu'un producteur, qu'un bâtiment n'est pas équipé de planchers chauffants. Qu'est-ce qu'on découvre tranquillement, c'est d'essayer de voir la manière optimum d'appliquer en milieu commercial pour atteindre le maximum et respecter les 3 facettes là, de notre concept. Les volières offrent plus d'espace aux oiseaux par rapport aux logements aménagés et aux cages conventionnelles, mais l'équipe de Martine Boulian a observé des tendances inattendues en ce qui concerne la mortalité et la santé des oiseaux en volière. Pouvez-vous nous donner des détails sur les conclusions de l'équipe concernant l'impact des 2 logements alternatifs sur les performances zootechniques, la santé des oiseaux et la qualité des œufs? On a eu des résultats qui ont été surprenants dans le bon sens. Des résultats qui étaient meilleurs que ce à quoi on s'attendait. Mais par contre, ce qu'on a observé, c'est que il y a une augmentation de la mortalité avec l'âge. Donc, plus les poules vieillissent, plus on voit le nombre de poules mortes augmenter, le pourcentage. Et ça, c'est sans égard au type de logement. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en fin d'élevage, ou lorsque les poules sont rendues lorsqu'elles sont plus âgées, on a définitivement une augmentation de la mortalité qui est observée dans les volières. Les causes sont principalement infectieuses,
de l'ordre de, bon, on regarde entre autres la colibacillose qui est une problématique. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plus de pathogènes intestinaux qui sont présents au niveau des volières que dans les élevages des colonies enrichies. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que côté performance des œufs, que ce soit la ponte, la qualité des œufs, il n'y avait pas de différence entre les deux types d'élevage. Puis une autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas, à ce jour, pu observer de parasites externes dans les deux types d'élevage, qui était une de nos craintes qui est rapportée dans la littérature. Donc, c'est un peu, grosso modo, ce qu'on a vu. C'est certain que si on regarde de façon plus précise maintenant sur certaines pathologies puis le bien-être des poules, qui affectent le bien-être des poules, tout ce qui touche les fractures, les lésions de pododermatite, les fractures que ce soit au niveau des ailes ou du bréchet. C'est certain qu'on en a vu un peu plus chez les poules plus âgées lorsqu'elles étaient présentes en volière, mais on en a quand même observé dans les deux types d'élevage. Caroline Duchesne a souligné les préoccupations liées à la santé des travailleurs dans les poulaillers, en particulier en hiver. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'espace confiné et mal ventilé peut influencer la santé des travailleurs et comment le projet transdisciplinaire aborde ces problématiques pour assurer la santé globale dans un contexte interdépendant entre la santé humaine, animale et environnementale? Oui, depuis plusieurs années, on avait plus que 30 ans, on étudie la santé des travailleurs en environnement agricole. Et au Québec, à cause de notre climat, l'hiver, les ventilations sont souvent minimisées pour réduire les pertes de chaleur. En conséquence, ces bâtiments-là, les contaminants dans l'air intérieur peuvent être plusieurs ordres de grandeur plus élevés pendant l'hiver que l'été où là, la ventilation va fonctionner à plein régime. Donc, on trouvait ça intéressant de regarder si dans les bâtiments d'élevage de poules pondeuses, il y avait aussi, en fait, on savait on a travaillé uniquement en hiver, en ayant en tête que l'hiver, les bâtiments sont moins bien ventilés, donc on a vraiment été explorer les pires situations, c'est-à-dire de ventilation, mais on se demandait si le fait que les oiseaux étaient plus en mouvement par rapport à des cages dans des volières, est-ce que ça allait générer plus de poussière, plus de contaminants, plus de bioaérosols, donc plus de problèmes de santé. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que en ayant dans la tête toujours une seule santé, on met vraiment dans notre balance expertise à Martine, expertise à Stéphane, c'est-à-dire l'objectif, c'est pas nécessairement, si on observe que plus de poussière et plus de bioaérosols dans les volières, l'objectif, c'est pas de revenir en arrière puis de suggérer que les cages classiques reviennent. C'est pas ça du tout, mais c'est de voir au niveau du bien-être animal, c'est quoi les gains au niveau de l'ingénierie, comment on peut mitiguer le nouveau risque qui existe maintenant par rapport à l'ambiance qui va être un peu différente dans une volière que dans une cage classique. Fait que c'est vraiment de ne pas juste regarder le problème avec une seule optique, donc il faut absolument minimiser les risques à la santé humaine, mais de proposer, disons, des approches qui permettent d'avoir des exploitations à plus faible risque possible, mais de toutes les perspectives, environnementales, animales et humaines. Donc, on comprend très bien que même si, dans mon cas, cherchant dans un centre de recherche qui s'intéresse à la santé humaine, ça ne peut pas se faire au détriment du bien-être animal, de la santé des animaux et de l'environnement. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on fait des observations, par exemple, de poussière augmentée ou de bioaérosol augmenté dans les volières, ça ne devient pas comme une finalité de dire que c'est meilleur ou c'est moins bon ou que peu importe un tel type de logement est meilleur que l'autre. Notre étude va aussi permettre de documenter, disons, la santé respiratoire d'un groupe de travailleurs. Malheureusement, le recrutement, je sais que c'est une question que vous allez nous poser un peu plus tard, le recrutement est super difficile. Mais ce qu'on espère, c'est au moins être capable de documenter les fonctions respiratoires, les questionnaires santé, les tests d'allergie cutanée, les anticorps circulants contre certains micro-organismes chez des travailleurs des 3 types de bâtiments ainsi que chez des humains contrôle qui n'ont jamais été exposés à l'environnement des élevages de poules, afin peut-être de regarder si, par exemple, il y a plus de poussière dans les volières, peut-être que ça ne se reflète pas vraiment sur un risque accru au niveau de la santé respiratoire à cause que les temps de contact sont différents, les gens passent peut-être moins de temps à l'intérieur. Fait qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, donc on espère être capable de dresser à tout le moins un tableau
initiale là, des impacts ou de la différence dans la santé respiratoire. C'est toujours intéressant d'avoir ces données-là parce qu'après ça, on peut suivre sur le long terme là, l'évolution de la situation. C'est certain que on est en période de transition. Les cages conventionnelles vont être bannies à partir de 2036, donc on est en phase de transition. Puis il y a une courbe d'apprentissage, puis une adaptation des éleveurs aux façons d'élever les oiseaux et puis de conduire, de faire la gestion de leurs troupeaux et de leurs environnements. Et c'est par le biais de recherche, de résultats comme on a obtenu, que ce soit au niveau des bioaérosols, de l'environnement, de la qualité de l'air, de la présence de poussière et les analyses qu'on a faites au niveau de la mortalité, de la santé des oiseaux. C'est en identifiant certaines problématiques qu'on va pouvoir, puis c'est le rôle des chercheurs aussi en collaboration avec l'industrie avicole, d'amener aussi des solutions de mitigation pour pallier à ces problèmes-là. C'est comme ça que je vois aussi notre rôle dans le concept d'une seule santé. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à rajouter sur comment les producteurs ils pourraient participer à cette étude, puis comment une plus grande participation, ça pourrait améliorer les résultats ou influencer les normes de santé et sécurité. Euh, Ouais, en général, là, avec les années, ce qu'on réalisait, c'était que les producteurs sont souvent beaucoup plus préoccupés par la santé de leur troupeau que par leur propre santé. Puis que lorsqu'on essaie de faire des recrutements, c'est un peu difficile d'intéresser le producteur à participer à une étude sur sa santé. Les problèmes de santé associés à l'agriculture sont soit des problèmes de santé qui s'expriment à bas bruit sur de très longues périodes, puis les gens prennent pas nécessairement conscience qu'ils courent un risque de développer, par exemple, une maladie respiratoire chronique en fin de carrière parce que ça va se faire à une évolution très lente. Donc, contrairement à toute la thématique, mettons, des accidents et de la sécurité, la santé respiratoire est souvent un peu négligée parce que ça se fait de façon plus silencieuse. Par contre, ce qui est important, c'est que si on n'est pas capable de documenter ces problèmes-là, ben c'est difficile après ça de proposer des avenues de solutions, de proposer des moyens de protection. Donc, c'est certain qu'on est complètement dépendant de la participation des volontaires, parce que c'est toujours justement sur une base volontaire, on n'oblige pas les gens à participer, mais que les producteurs, en général, réalisent que de contribuer à nourrir les données de recherche risque d'avoir un impact positif éventuellement sur la meilleure compréhension des pratiques, les impacts sur la santé. De la même façon que lorsqu'on regarde au niveau environnemental ou au niveau des animaux, ben, c'est la même chose. S'ils ne participent pas, ben, on n'aura pas de données. Ça va être très difficile de documenter de façon sérieuse et non biaisée là, le changement dans les pratiques parce que les pratiques évoluent. Là, je ne suis pas une spécialiste, c'est plus Martine, mais les pratiques évoluent dans plein de domaines. Fait que, tu sais, c'est certain que quand il y a des choses qui sont proposées pour faire évoluer la façon de faire les choses, ben, c'est intéressant d'avoir des tableaux précis de tous les aspects là, des impacts que ça peut avoir. Mais je vous remercie vraiment beaucoup à vous trois pour votre temps. J'espère que aux gens qui écoutent cette vidéo, ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées ou peut-être l'envie de participer de quelconque façon. Donc, merci et à la prochaine.